chers partenaires, chers journalistes. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous retrouver dans des conditions si particulières et qu'on avait du mal à anticiper en début d'année, mais qui permettent que le festival se fasse, et je pense que c'est l'essentiel. Pour revenir un petit peu à ce qui s'est passé, comme vous le saviez, le festival devait avoir lieu en décembre. Par rapport aux contraintes nationales et aux décisions, ce n'était pas possible. En revanche, on a pu rapidement, grâce à l'ensemble de nos partenaires, réagir. Il y a une vraie volonté associative pour que le festival se fasse après les fêtes. Et c'est au-delà d'un enjeu important pour Carcassonne, pour les territoires et pour le festival, évidemment, de ne pas sauter une année. Je pense que c'est aussi un enjeu fondamental pour la culture de continuer à exister. Autant dire que rien n'est simple et qu'il a fallu beaucoup de volonté de la part des équipes, des partenaires, et pour arriver à maintenir un dispositif avec l'ensemble des contraintes qui nous seront posées. Mais en revanche, que le festival ait lieu, c'est une vraie victoire à tout niveau, y compris au niveau évidemment de l'artistique et de l'ensemble des acteurs culturels qui y participent, associatifs, mais aussi les équipes de films, continuer à faire vivre ces films qui n'auront pas pu être vus pendant plusieurs semaines. Et sans doute que le FIP sera un des premiers festivals en France de cinéma à reprendre après cette longue période. Donc voilà, on est dans une idée très positive des choses, et hâte de pouvoir, même dans ces conditions, partager, parce que je pense qu'il y aura des grands moments durant cette édition 2020 qui se fera en 2021. Exactement. Du coup, bonjour à tous également. Bon, comme tu disais sur les conditions, rapidement, aujourd'hui, on va présenter quand même la programmation du festival, qui est un moment clé, bien évidemment, pour nous, parce que c'est plusieurs mois de travail derrière, presque une année de travail sur cette programmation, on reviendra dessus, mais avant, peut-être juste préciser le dispositif qui est mis en place aujourd'hui, où on est en direct sur la page Facebook du festival, et puis à la fois avec un dispositif de Zoom, où nos partenaires sont présents, mais aussi la presse qui permettra d'échanger et d'intervenir après. Avant de dérouler tout, on rentrera peut-être dans des remerciements plus spécifiques pour les partenaires qui sont présents, mais bien évidemment, comme tu as dit Étienne, on remercie toutes celles et ceux qui, d'une façon ou d'une autre, permettent au festival d'exister, et surtout j'ai envie de dire, de résister cette année. Et puis cette programmation, avant de la présenter tout à l'heure, je voulais quand même le préciser, c'est pas un travail uniquement de binôme d'Étienne et moi, c'est aussi le travail de Romain Bertogneux et de Patricia Guyotte. On a fait cette programmation tous les quatre. On a visionné quasiment 140 longs métrages, fiction et documentaires confondus, ce qui est plus que l'année dernière, qui était déjà plus que la première édition. Et sur ces 140 films, on en aura du coup retenu 18 pour cette programmation de cette troisième édition. On est assez content quand même de présenter cette prog. On croit qu'elle est un peu mieux encore que ce qu'on avait fait l'an passé, on n'en dit pas plus pour le moment, mais on en est assez fiers, et ça fait partie aussi des choses, je crois, qui nous ont énormément motivés à vouloir rester, comme tu disais Étienne, sur l'enjeu de la culture, bien évidemment de faire vivre la culture, mais aussi de présenter ces films, parce qu'on les a dans le cœur, tout simplement. Ils nous ont plu. Quand on voit 140 films, qu'on en retient que 18, c'est que les 18 qu'on garde, c'est des films auxquels on croit, et parce qu'on y croit, on a envie de les présenter et de vous les présenter. Donc c'est tout le sens aussi de faire cette troisième édition au mois de janvier. Avant de... Oui. Alors, je dirais aussi que finalement, le côté très positif que vous aurez aujourd'hui à travers nos interventions, c'est aussi parce que ce partage que l'on va pouvoir offrir au public à Carcassonne en janvier, nous a beaucoup nourri pendant les 2 confinements, et c'est là-dessus que finalement on se rend compte à quel point la culture a aussi une place dans des moments où on est peut-être on a moins la possibilité de sortir, et voilà, on remercie infiniment l'ensemble de la filière pour avoir cru en cette possibilité de le maintenir prochainement. Bon, alors on n'a pas tous les moyens techniques hélas pour avoir le retour image également de nos partenaires. J'excuse la région Occitanie qui a pas pu participer à ce Zoom ce matin, mais on a trois partenaires principaux du festival qui sont présents, et je souhaitais donner la parole tout de suite à Jean-Louis Besse, adjoint à la culture de la ville de Carcassonne, qui est bien évidemment la ville dans laquelle on fait le festival, et puis comme tous nos partenaires, un partenaire essentiel à l'existence de cet événement. Donc je vous laisse la parole
Jean-Louis, il y aura le retour son aussi sur le Facebook, mais pas le retour image. Voilà. Merci à vous Enzo et bonjour à tous. Évidemment, Carcassonne est heureuse pour cette troisième édition du Festival international du film politique de l'accueillir dans ce qui est désormais le rendez-vous régional donc, de cette manifestation. Depuis le début, la ville de Carcassonne s'était associée à la région Occitanie pour porter ce festival que vous organisez, ce festival porté aussi par une association dont je salue le travail. Évidemment, moi je crois au symbole et on aura ce festival démarrera un mois, jour pour jour, après finalement ce retour du public dans nos cinémas et à Carcassonne plus encore puisque vous le savez certains, donc une partie de ce festival se déroulera dans un lieu emblématique. Puisque le Colisée va réouvrir ses portes après plus d'1 an de fermeture, cinéma, art et essai en cœur de ville. Et ce Colisée que la ville a souhaité maintenir en cœur de ville, propriété de la ville, mais exploité par CGR, est un élément important, tout à fait complémentaire au centre des congrès qui accueillera la partie, on va dire, officielle de ce festival. Je sais que l'ensemble des partenaires a fait en sorte que ce report puisse se faire dans des meilleures conditions. Et donc, moi, je suis heureux, au nom de la ville de Carcassonne, de souhaiter un bon festival à chacun d'entre vous. Et puis, Carcassonne vous accueillera à nouveau avec un très, très grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais pas quel est l'ordre protocolaire, on n'est jamais parfait là-dessus. Nos partenaires le savent, mais si je dis pas de bêtises, je pense que du coup c'est l'agglomération Carcassonne qui est un des 4 partenaires publics majeurs du festival. Donc je laisse la parole à Michel Molera pour le Carcassonne Aglo. Ah, on n'a pas le son. Faut l'activer. C'est bon, ça fonctionne. Oui. Oui, bonjour à tous. Mais écoutez, c'est un véritable plaisir aujourd'hui de vous présenter le territoire carcassonnais, j'ai parlé son président. Comme le disait, moi je dis bonjour à tous, comme le disait l'adjoint au maire de Carcassonne, donc c'est pour nous un véritable plaisir, c'est une véritable bouffée d'oxygène que ce festival, et on tient particulièrement à féliciter les organisateurs d'avoir maintenu cette programmation et surtout l'assurer pour le mois de janvier. Correspondant aussi, comme le disait Jean-Louis Bess, d'être à un mois après la réouverture des salles et le Colisée, mais aussi, j'espère aussi, puisque c'est un moment de partage et de communion, la réouverture aussi des restaurants et de la gastronomie carcassonnaise et audoise en particulier. Donc ça sera un réel plaisir. C'est important pour Carcassonne, c'est important pour le 7e art, mais c'est aussi important aussi pour tout le territoire de l'agglomération et du département de l'Aude, qui est représenté aujourd'hui par Tamara Rivelle. Et c'est vrai, franchement, c'est après cette période quand même très difficile de pouvoir se retrouver, partager, apprécier ces différents films, courts-métrages, longs-métrages. Ça sera vraiment un moment important et c'est un signe important aussi pour l'économie locale, qui est un retour un peu au soleil, à la lumière et vive le 7e art. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour le conseil départemental de l'Aude, Tamara Rivelle, je vous laisse la parole également. Oui, merci Enzo. Ce sont des mots de contentement très importants, pour le département de l'Aude et pour Hélène Sangravier, moi-même en charge de la culture sur le département de l'Aude. C'est un rendez-vous qui a pris date, maintenant il y a 3 ans, et le département de l'Aude ne pouvait être bien évidemment qu'aux côtés de cette organisation qui met en lumière maintenant une civilité du film politique au niveau national et international, puisque vous avez une programmation extrêmement riche au-delà de nos frontières, avec cette importance et cette symbolique aujourd'hui de redonner au monde de l'art, à la culture, une place qu'elle mérite.
avec cette grande difficulté causée par ce contexte de crise sanitaire et économique qui met un pied à terre, un genou à terre à beaucoup de structures culturelles. Je pense que ce festival va permettre déjà au monde culturel de reprendre langue avec le public, au public qui est en difficulté et qui a besoin de ces rendez-vous essentiels avec la culture. Donc un grand coup de chapeau à vous, et moi je tiens à appuyer mon propos à l'attention des jeunes qui sont sur une construction personnelle en cours pour devenir de futurs citoyens, qui se retrouvent dans ce contexte de crise sanitaire en grande difficulté de contact avec le monde, avec leurs pairs, avec leurs amis et dans la découverte de ce qu'ils ont à construire eux-mêmes. Donc ce rendez-vous sur le film politique, c'est un rendez-vous avec la société, avec les grands problèmes que rencontre la société d'ici, mais aussi du monde entier, au travers du monde entier, avec cette construction de futurs citoyens qui est déterminante. Donc moi je voulais, au nom du département de l'Aude, déjà vous féliciter parce que d'avoir maintenu et féliciter aussi la mairie de Carcassonne d'avoir permis que ce rendez-vous ait lieu du 15 au 19 janvier, mais féliciter surtout le travail que vous allez faire, comme il s'est fait sur les années précédentes, avec les collégiens, puisque nous portons un collège au cinéma tout au long de l'année depuis pas mal d'années. Mais ce travail que vous allez faire de manière fine avec les jurys de jeunes et cette construction de la culture de l'audiovisuel. Merci. Merci à vous. En tout cas, merci à vous trois, mais à vous quatre, bien que la région n'ait pas pu être là. On remercie bien évidemment aussi la région Occitanie. La transition était presque parfaite parce qu'on veut vous parler du dispositif scolaire, bien évidemment on parlait de la programmation parce que ça fait partie pleine du festival, ce dispositif scolaire, mais juste dire un mot quand même sur le Colisée, où on est extrêmement heureux de travailler avec le Colisée, avec le cinéma CGR, le Colisée, et on est extrêmement heureux de sa réouverture effectivement. On a hâte de projeter dans la salle rouge du Colisée qui était fermée auparavant, et c'est un partenaire lui aussi essentiel, c'est un lieu essentiel, c'est-à-dire que sans le Colisée, le festival n'a pas non plus de sens. C'est le dernier cinéma d'art et essai de ce département, il est extrêmement important, et en tout cas pour nous, pour le festival, et je crois pour les Carcassonnais et pour le territoire, donc je voulais juste appuyer là-dessus parce que c'était un élément important pour nous. Avant de venir sur cette programmation, dire un mot peut-être sur le scolaire, bien évidemment. Ouais, merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente, pour vos mots. C'est vrai que quand on a une portée culturelle, il y a toute la partie entre guillemets lumière médiatique qui est extrêmement relayée, les prix, les cérémonies, et c'est sans doute ce qui reste souvent des souvenirs. Et puis il y a la partie un peu plus dans l'ombre qui est un travail de fond, dont la partie éducative que vous évoquez avec les collèges, mais dont les dispositifs avec les primaires et les lycées sont tout autant développés, puisque nous présentons 7 films une fois de plus cette année, et pour assister chacun et se partager le travail au niveau de la programmation scolaire, on s'est rendu compte très rapidement sur les milliers d'élèves qui étaient venus de l'impact du travail de réflexion, du travail en commun, du questionnement dès le CM1, puisqu'on démarre en CM1. Et c'est vrai que je pense que c'est fondamental dans l'idée culturelle et dans le partage que l'on peut avoir, d'avoir un accès dès l'âge de 9-10 ans au festival, et c'est pour ça aussi qu'on travaille avec des enseignants dès le plus jeune âge pour que la portée soit la plus intéressante possible, bien au-delà d'une simple séance de cinéma. Voilà, donc pour vous en dire une chose, on a travaillé sur chaque année, on essaie de développer là-dessus des thématiques, des réflexions différentes, comment la fiction ou le documentaire peuvent avoir des portées fortes. La programmation scolaire, évidemment, est disponible et gérée assez rapidement, mais on parle de la chute du mur de Berlin et des inégalités il y a 30 ans qui s'étaient créées entre ces deux systèmes au sein de l'Allemagne.
On parle du pouvoir et de la conquête à travers une merveilleuse fable italienne autour de l'invasion des ours en Sicile pour les CM2. On parle d'éducation à travers la vie scolaire, qui est un très beau film fort et dont la portée est tout aussi riche. De handicap avec Laissez-moi aimer, de justice avec Une intime conviction, des inégalités sociales et notamment dans le monde ouvrier avec le film de Stéphane Brisé En guerre, et de racisme avec Green Book au niveau lycée. Donc oui, c'est un festival très riche et si les conditions nous permettent rarement de pouvoir accueillir des personnes en dehors de l'action éducative, je pense que c'est là qu'on voit vraiment le fond de la portée de ce que peut amener le festival pour plus tard. Et je vous remercie infiniment les partenaires publics pour l'aide qui est portée, que ce soit logistique, que ce soit le fait d'avoir la gratuité pour les élèves, les dispositifs scolaires, c'est rare. Tout le réseau de bus, enfin, tout ce qui a pu être mis en place pour faciliter les écoles, les collèges et les lycées à votre niveau, et c'est ça une mission de service public, je crois, extrêmement forte dans notre festival. Enzo, je te laisse après. Ouais, un mot sur la jeunesse qui fera aussi la transition sur la suite, mais il y a le dispositif scolaire, il y a le jury jeune, vous en avez parlé. Donc, le jury jeune, c'est 10 collégiens du collège Jules Verne qui vont participer aux 3 séances destinées au collège, qui seront accompagnés par une marraine, en l'occurrence une comédienne dont on dévoilera le nom dans quelques semaines. Donc il y a le jury jeune qui va faire ce travail-là autour des films, qui est un travail d'éducation à l'image et qui nous permet d'aller un peu plus loin avec eux que le simple j'aime pas, et donc du coup de leur amener un esprit critique aussi sur les films qu'ils voient et qui remettent un prix lors de la clôture. Puis il y a un travail sur la jeunesse plus large avec le jury étudiant, en partenariat avec le DU en photojournalisme de Carcassonne, en partenariat avec l'Université de Montpellier et le département de sciences politiques de Montpellier, et puis avec des étudiants également de l'Université de Paul Valéry en cinéma. Bref, ce jury étudiant aussi qui vient poser un regard sur la compétition de fiction qu'on va dévoiler. Mais voilà, c'est tout un dispositif large qui est important. Alors on est nous-mêmes jeunes, bien évidemment, mais ça compte énormément pour nous que ce festival il soit utile aux autres, utile au territoire, et qu'il soit pas juste des projections et des rencontres autour de films, mais qu'on puisse maximiser, on va dire, cette utilité, ce rayonnement du festival. Et je voudrais remercier la préfète de l'Aude pour le travail qu'on a pu mener et qu'on continuera à mener, y compris au niveau des QPV. C'est une initiative également de la préfète de l'Aude suite à la portée que pouvait amener le festival, et c'est ça le rayonnement, c'est ça le travail, de toucher des publics qui sont pas forcément les premiers publics dans les salles, et c'est un très beau travail qui est mené aussi avec la préfecture. Voilà, bon, je pense que le message il est compris sur l'importance qu'on peut donner à ce dispositif scolaire, à l'ouverture du festival à la jeunesse. Le festival, c'est un festival accessible aussi. Des fois, je trouve qu'on le rappelle peut-être trop peu, mais on a décidé, quand on a lancé le festival, avec les partenaires, avec la ville de Carcassonne, avec les autres partenaires, avec la région, avec l'agglomération et le département, de faire un festival qui était accessible, avec une tarification accessible, 10 € la journée, 20 € la semaine, 25 € la semaine avec la cérémonie de clôture, parce qu'il nous fallait différencier un petit peu les places pour des questions techniques cette année, mais on essaie vraiment de faire les choses les plus accessibles possibles, ce qui fait un peu plus d'1 € la séance sur le festival. Et du coup il y a 18 séances qu'on va vous présenter. Alors on l'a déjà présenté, on l'avait déjà lancé avant la conférence de presse, donc je vais pas être très long dessus, mais on ouvrira le festival le 15 janvier avec une fiction, là où on a ouvert en documentaire lors des éditions 1 et 2, une fiction qui s'appelle La Troisième Guerre de Giovanni Allois. Donc c'est un réalisateur italien qui avec un casting français, on se souvient un film français de toute façon, mais avec Léla Becti, avec Anthony Bajon, avec Karim Leclou, il vient traiter de la question de la mission Sentinelle dans la période dans laquelle nous vivons, et avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années face au terrorisme. Il nous emmène dans cette mission Sentinelle avec les jeunes, parce que c'est quand même pour la majorité des jeunes gens qui s'engagent dans cette mission, et bien évidemment c'est un film qui nous questionne sur la pertinence, l'efficacité et sur ce monde-là, qui est un monde quelque peu à part d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue presque politique.
C'est un film profondément politique, profondément passionnant et qui ouvrira cette 3e édition en présence de l'équipe du film. Alors on n'a pas encore tous les noms, c'est en train de se... ça j'ai pas la confirmation sur la première France, mais alors, en tout cas en présence de l'équipe du film, ça c'est une certitude. Une partie du casting, et puis concernant le réalisateur, il y a des questions qui sont liées à la crise sanitaire bien évidemment, puisqu'il vit en Italie, donc on ne sait pas encore si ça sera faisable, mais on est très content d'ouvrir le festival avec ce film qui est distribué par Capricci. Voilà. Moi, je vais vous évoquer les séances spéciales avant qu'on puisse parler de la compétition. On a 3 séances spéciales thématiques. La première, qui est une originalité, due à une collaboration avec des artistes carcassonnais, et celle d'un ciné-concert sur un film qui s'appelle 1985. Qui plus est, j'ai envie de dire, dans l'alliance de nos arts, mais aussi du monde de la musique et de cette année si particulière, on trouvait ça extrêmement intéressant de pouvoir présenter un ciné-concert et en associant des Carcassonnais. Donc on en est ravis. 1985. Le deuxième est un documentaire d'Yves Geland, que vous connaissez tous, ce réalisateur carcassonnais. Charlie Chaplin, le génie de la liberté. On avait beaucoup, Enzo et moi, d'admiration pour Chaplin, et on en a eu encore plus après la découverte de ce documentaire remarquable avec la voix de Mathieu Amalric, qui revient non seulement sur l'engagement artistique de Charlie Chaplin durant sa carrière. On connaît évidemment les thèmes de ses films, mais aussi sur l'engagement personnel d'un artiste hors du commun. Et c'est un documentaire exceptionnel qu'on a découvert et qui nous tenait à cœur de présenter en séance spéciale. Je fais juste une remarque dessus, avec un travail incroyable au niveau du montage et au niveau de recherche. Ils sont deux à avoir fait ça, et sincèrement c'est exceptionnel comme travail. C'était peu pensable de ne pas présenter le film. Voilà, on a vraiment eu ce coup de cœur. Également une collaboration avec l'association audoise Les Amis du Cinoche, extrêmement impliquée dans les dispositifs d'accompagnement cinématographique. Cette année autour du film de Ken Loach, My Name is Joe, de 98, qui, comme toujours chez Ken Loach, traite des vrais problèmes sociaux, mais aussi d'un espoir fort en l'humain, parce que c'est la vision de Ken, et on ne pouvait pas ne pas aborder Ken Loach cette année à travers une séance spéciale, puisque il y avait une séance consacrée à Costa Gavras, etc., et qu'on était totalement dans le lien de ce festival. C'est une carte blanche et le choix des amis du Cinoche. Peut-être avant de faire la transition sur la compétition de documentaire, si vous avez des questions au niveau de la presse, ou si vous voulez qu'on fasse les questions après, je ne sais pas ce que vous préférez. Mais s'il n'y a pas de remarques, on continue et on enchaîne sur les 6 documentaires qui sont en compétition. Bon, a priori, on continue du coup sur l'annonce de la programmation. Donc, 6 documentaires pour le documentaire de cinéma pour la compétition du festival. On en a reçu énormément des documentaires, encore plus que les années précédentes. Ça a été difficile de faire des choix, honnêtement, sur cette partie-là de la sélection, vraiment difficile. Il y a eu énormément de documentaires de grande qualité qui nous ont été proposés par tant des distributeurs français que par les vendeurs internationaux, que par des boîtes de production directement, et on les en remercie vivement. Ça a été passionnant de regarder tous ces films, et ça a été aussi passionnant de travailler tous les 4 sur ce qu'on souhaitait garder. Donc le premier documentaire de cette compétition, Losing Alaska de Tom Burke, c'est un documentaire qui est irlandais, mais qui traite de la question du réchauffement climatique, mais sur celles et ceux qui le vivent tout de suite, maintenant, directement. Et donc on est en Alaska, tel que le titre l'indique, dans un territoire où les populations vivent très concrètement la fonte des glaces, etc., et où leurs conditions de vie changent quasiment quotidiennement, de jour en jour, face à ce réchauffement climatique. C'est un film qui alerte, c'est un travail cinématographique complet et important qui a été fait dessus, et bien évidemment d'un point de vue politique, le film est lui aussi très saisissant. Deuxième film de la compétition, Imagine demain on gagne, de François Langlais et Arthur Touvenin.
on a reçu pas mal de documentaires sur la question des gilets jaunes pour être transparent avec vous. On s'est beaucoup posé de questions sur ce sujet-là en ayant vu les films, parce que forcément c'est quelque chose qui est encore très très récent. Et pour autant, ce qui nous a accroché dans ce film, d'une part c'est bien sûr la démarche artistique du film, mais aussi d'un point de vue éditorial, le travail qui a été fait sur celui-ci, c'est non pas de parler, expliquer ou mettre sur le devant les revendications des gilets jaunes, mais on est plongé au cœur d'un groupe de gilets jaunes à Saint-Nazaire et on y voit une vie sociale, on y voit un engagement et l'impact de cet engagement sur les vies humaines. C'est sincèrement passionnant et c'est une toute autre façon de parler des gilets jaunes, de s'y intéresser et d'y porter un regard. Bref, un documentaire passionnant. L'équipe sera là également, bien évidemment à Carcassonne. Troisième documentaire, Softy de Sam Soko, qui est un film qui vient du Kenya mais qui parle d'un homme qui décide, pour changer le système, de s'engager dans la vie politique du Kenya et qui va y mettre sa vie, sa famille en péril. C'est un parcours politique incroyable, passionnant, percutant. Bref, voilà. Softy de Sam Soko, qui, j'ai oublié de dire les distributeurs, mais qui est vendu au niveau international par Outlook Film. Quatrième film documentaire en compétition, Poumon vert et tapis rouge de Luc Maresco. Là encore un documentaire assez original qui vient traiter à la fois de la question environnementale, mais aussi du cinéma engagé, et aussi des mécanismes de comment notre société assez libérale peut accompagner ou non celles et ceux qui ont la volonté de monter leur film, leur projet. Et en l'occurrence, là, on suit donc le réalisateur qui décide de vouloir faire une sorte de blockbuster, disons, qui vient éveiller les consciences sur la question environnementale. Et on va le suivre un peu partout. Bon, bref, c'est passionnant, c'est original, c'est sincèrement très original. Et il y a quelque chose qui match bien évidemment avec ce qu'on peut faire nous dans le festival, c'est-à-dire mettre en avant un cinéma qui s'engage, et là ça questionne ce cinéma qui s'engage, donc il y a en plus cette caisse de résonance avec la thématique du festival elle-même qui était présente et qui nous a intéressés. Avant-dernier documentaire de cette compétition, 12 France de Geoffrey Quanon. Alors 12 France, c'est un documentaire qui suit quelques lycéens, puis au final, surtout 3 lycéens. Il parle de l'éveil d'une conscience politique, il parle de la question indirectement environnementale, en tout cas de la bétonisation des terres, des décisions publiques. Il traite par un sujet très précis qui est la participation de 3 lycéens aux réunions publiques sur un projet de centre commercial et centre de loisirs en Seine-Saint-Denis. Il traite de façon universelle ces questions-là, qui sont les questions de bétonisation des terres, d'aménagement du territoire, et surtout, et avant tout, je crois, de la naissance d'une conscience politique chez les jeunes qui ont 16, 17, 18 ans. Ils vont pas prendre le même parcours, ils vont pas avoir forcément la même conscience politique. C'est terriblement passionnant, honnêtement. C'est extrêmement bien réalisé. Et donc ça avait toute sa place, bien évidemment, en compétition officielle du festival. C'est distribué par Jour de Fête. Et enfin, un documentaire suisse vendu par Like Dogs, Radio Silence de Julia Fanjul. Ce documentaire, il parle du journalisme, de la censure. On est au Mexique et on va suivre ce qui s'est passé pour une journaliste qui était presque une lanceuse d'alerte, je dirais pas une lanceuse d'alerte, en tout cas une journaliste qui avait une énorme audience et qui était bien évidemment critique du pouvoir et qui du jour au lendemain s'est vue censurée. Et on va suivre tout ce parcours-là et toutes les conséquences de cette censure. Pareil, une réalisation extrêmement soignée, très documentée, et puis bien évidemment d'un point de vue politique un film qui est assez percutant, on va dire, sur une thématique extrêmement importante qui est quand même la liberté de la presse et la liberté d'expression, qui résonne bien évidemment avec l'actualité de ces dernières semaines en France. Pour la compétition documentaire, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on passe à la fiction tout de suite ou on fait un point sur ces films, comme vous le souhaitez peut-être. Allons sur la fiction. J'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Donc on a cette fiction en compétition. Une chose ressort quand même, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé à l'Amérique.
Donc comme tu disais, on a reçu beaucoup de films, mais c'est vrai que peut-être que sur les années précédentes, il y avait eu un peu moins de films latins. Cette année, il y a 4 films qui ressortent du continent américain, dont 2 d'Amérique du Sud, et qui aussi, finalement, posent pas mal de questions sur la violence, puisque c'est une thématique qui revient et qui est très importante dans notre société et à de multiples endroits dans le monde. Pour démarrer, du coup, le premier film américain, le film Résidu, film donc qui nous plonge dans un Washington en mutation sociale et qui vient à questionner les évolutions sociales. Voilà, c'est un film qui nous a beaucoup plu et qui du coup est un regard sur le monde, comme le disait Mme Rivel tout à l'heure. Ensuite, Sans signe particulier, donc là, qui nous amène au Mexique, un film de Fernanda Valadez. Ce film évoque la question des violences au Mexique et de la violence dans la société plus généralement. Dans un contexte d'exil, de regard croisé, j'en fais la précision, mais avec les États-Unis. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a à la fois cette question de l'exil qui est traitée dedans et à la fois la question de la violence de la société. C'est là un film français qui lui avait obtenu le label de la sélection officielle du Festival de Cannes Rouge de Farid Bentoumi, qui lui évoque et pose des questions sur déjà des questions sociales au travail et également les conditions de travail avec la pollution de l'environnement et comment à un moment donné finalement l'environnement, si il pose des questions sur l'entreprise et sur une certaine idée de la pollution, peut ou pas amener des plans de licenciement, des plans sociaux et autres, et donc évoque la vraie question de l'écologie et du monde social. Qui résonne aussi avec le territoire. Qui résonne évidemment avec le territoire, comme vous le savez, sur des questions plus locales qui ont été posées là-dessus. Donc on a trouvé ce film extrêmement important. C'est très intéressant de souligner une chose, c'est que Costa Gavras nous l'avait dit quand on avait lancé, ces films questionnent, ces films ne répondent pas forcément aux questions. Et voilà, on n'est pas dans des films de propagande, on a vraiment une idée même des problématiques qui sont posées, et je pense que la réflexion et l'interprétation est libre, et c'est en ça aussi que ces fictions ont du sens. Kessipan, donc lui est un film canadien, deuxième film d'Amérique du Nord, qui questionne de manière générale sur l'identité et sur la difficulté de s'émanciper de la réserve et des traditions, avec 2 profils. Un qui va vers cette émancipation et un autre qui reste sur la tradition. Encore une fois, ça reste dans une idée de société. Ces films-là sont ancrés là au Canada avec une histoire et une société, mais ils questionnent plus généralement sur ces questions d'émancipation et de tradition et le pouvoir que peut avoir la culture dans une société. Ensuite, deuxième film français. Et là, pour le coup, il a amené des débats extrêmement passionnants aussi entre nous. La Terre des Hommes, de Naël Marandin. C'est un film qui, déjà, à l'originalité, on a trouvé de se situer dans le monde agricole. On parle pas assez, en fiction, peut-être, du monde agricole. Et qui en parle différemment. Il y a 2 questions posées. Celle déjà de la place des femmes dans le monde agricole, puisque le pouvoir et toutes ces questions-là sont évoquées, mais aussi et en fond les questions de domination sociale professionnelle, psychologique et physique, et de violence sexuelle. Et de violence sexuelle, de consentement, de non-consentement. C'est un film extrêmement étonnant. Je ne sais pas s'il est stabilisant ou déstabilisant, plutôt déstabilisant, mais en tout cas, on a eu énormément de réflexions qui ont été posées derrière et on trouvait légitime que ce film intègre la compétition. La taille de l'araignée, qui est un film chilien, on revient en Amérique du Sud d'Andrés Wood, qui questionne la présence et la remontée contemporaine de l'extrême droite au Chili par le biais d'une fiction historique inscrite dans les années 70. Durant le coup d'État contre Allende. Durant le coup d'État, donc c'est pareil, étonnamment, y compris via une fiction politique historique, on en revient à évoquer des sujets extrêmement contemporains. Et voilà, très très beau film, extrêmement bien réalisé, la taille de l'araignée. Mofi, qui lui est un film sud-africain d'Oliver Hermanus, c'est ça, Hermanus,
qui là aussi revient sur la question des discriminations violentes au sein d'un pays dont l'histoire politique fut riche et à la fois qui a questionné évidemment énormément de choses. On a trouvé ça, encore une fois, extrêmement porteur d'évoquer quelles sont les raisons finalement sociales et sociétales de la violence, sachant que l'Afrique du Sud est un pays qui, peut-être pareil, on n'en avait peut-être pas assez encore parlé à travers des fictions, mais va nous amener un nouveau regard sur cette société-là, pas si éloigné dans les questions qu'on se pose, mais pour autant éloigné géographiquement. En tout cas, si je peux me permettre sur ce film qui est distribué par Outplay, le synopsis ne le dit pas et on a laissé le synopsis tel quel, bien évidemment, mais c'est un film qui traite presque avant tout de la place des homosexuels dans la société sud-africaine dans les années 80, qui traite de la question militaire et qui a une réalisation assez dingue, même totalement dingue. Mais voilà, c'est juste c'est pas précisé que la thématique du film est pas précisée dans le synopsis, donc je voulais quand même qu'on la redonne ou qu'on la donne parce qu'elle est là. C'est aussi le premier film, comment dire, sur la question LGBT qu'on présente. C'est pas parce qu'on n'a pas voulu en présenter avant, c'est parce que ne sont pas venus de films politiques sur le sujet à nous sur les premières et les deuxièmes éditions. Donc je souhaitais aussi le préciser, ça fait partie des thématiques qui n'avaient pas encore été abordées. Il y a beaucoup de thématiques qui n'ont pas été encore abordées. Je sais pas si tu as un mot à dire en plus, mais en fait c'est assez étonnant, mais on se rend compte qu'il y a des thématiques qui viennent à résonner pour certaines années. Là cette année on parlait tout à l'heure des gilets jaunes. Pourquoi on a reçu tant de films sur les gilets jaunes? Ça fait tout de suite, ça donne un effet très étonnant parce qu'on est dans une société où finalement d'isolement aujourd'hui par le biais de la pandémie, là où il y a 1 an et demi on était vraiment dans une idée davantage posée sur le rassemblement, et finalement des regards de réalisateurs vont se poser à un moment donné de manière un peu conjoncturelle pour poser un certain nombre de questions, et certaines thématiques viennent à ressurgir certaines années et pas d'autres, et c'est aussi peut-être l'avantage d'avoir une édition annuelle qui est de pouvoir traverser les mondes et les questions. Ouais, qui est aussi, bien évidemment, c'est je crois tout ce qui peut être passionnant pour nous dans le travail de programmation, mais aussi quand on dévoile cette programmation, qui est un certain reflet de l'état de la production internationale, du cinéma politique, de la façon dont il s'y intéresse. Il est vrai que l'an dernier, sur la 12e édition, que ça soit en fiction ou en documentaire, la question de l'exil, elle était omniprésente, quasiment omniprésente. Là, elle a été moins, même si elle était présente, elle a été moins, et pourtant elle a eu plus de films, vous voyez ce que je veux dire par là, donc c'est aussi intéressant, voilà, c'est un reflet un peu international du cinéma politique qui forcément s'immisce dans cette programmation, et on en est assez content. Bon, il nous reste un film à vous présenter, qui est le film de clôture. On a encore un petit peu inversé les choses, parce qu'on commence en documentaire, on ouvre en documentaire, et en clôture en fiction, inversement, on ouvre en fiction, désolé. Et on va du coup clôturer en documentaire avec un documentaire qui s'appelle 9 jours à Raqqa de Xavier de Lausanne. Xavier de Lausanne va suivre une journaliste écrivaine française qui va rencontrer la jeune mère de Raqqa qui a 30 ans. Donc après la libération de Raqqa, qui était la capitale de l'État islamique en Syrie, cette jeune femme de notre âge se retrouve à la tête de la ville de Raqqa, et donc pendant 9 jours on suit un petit peu ce que ça peut vouloir dire d'être maire d'une ville telle que celle-ci, dans un pays comme celui-ci, avec ce qui est arrivé, et bien évidemment de récupérer une ville en ruine où il y a plus de réseau d'eau, plus de réseau d'électricité. C'est presque un espoir bien évidemment important qui est donné avec ce film, puis à la fois on y voit un travail immense qui paraît quasiment inaccessible, avec un isolement aussi bien évidemment de la ville de Raqqa qui a été extrêmement aidée durant les combats armés au niveau international, mais qui n'a certainement pas non plus la même reconnaissance, en tout cas les mêmes soutiens et les mêmes appuis de la communauté internationale après cette libération. Bref, le film est passionnant, c'est un film qui nous plonge au cœur de la vie politique, mais dans une vie politique qu'on ne connaît pas du tout, qui est celle de la reconstruction d'une démocratie dans un pays qui a été rongé par l'État islamique. Et donc on clôturera donc cette édition avec ce documentaire. Avant de passer aux questions, il y a juste une chose que je voulais dire, mais ça viendra peut-être dans les questions. Mais oui, il y a aussi une chose après.
Mais je voulais juste dire par rapport à cette programmation, on n'annonce pas d'horaire pour le moment, on n'annonce pas de jour, puisqu'on est en discussion avec, on a peu parlé des équipes de films qui seront présentes, mais pour la plupart des équipes qui pourront, d'un point de vue sanitaire, être présentes, elles seront présentes, ce qui est une excellente nouvelle, bien évidemment, parce que c'est toujours mieux de pouvoir échanger de façon directe avec les réalisateurs ou avec les membres des équipes de films qu'on présente. Et puis on est en train de préparer un dispositif, je pense par exemple à Résidu, qui est un film américain, où là, même s'il y avait des questions sanitaires possibles, des questions financières font qu'on n'aurait pas pu accueillir le réalisateur, mais on est en train de préparer un dispositif d'échange en direct, de questions et de réponses avec le public à la fin des séances, ce qui nous permettra aussi, pour la plupart de nos séances en tout cas, d'avoir les équipes de films en Zoom ou en Skype, avec un véritable échange qui pourra se faire entre le public et les équipes de films. Voilà, c'était important pour nous de mettre ça en place. C'est des questions techniques qui sont pas toujours faciles et d'ordre de production également, mais ça sera en place sur cette édition et ça nous permettra d'accueillir d'une façon ou d'une autre quasiment toutes les équipes des films de cette sélection officielle. Peut-être avant les questions, one more thing, une chose de plus, un dernier élément. Alors oui, pour vous évoquer la question du prix d'honneur de la réalisation, c'est vrai qu'on s'est inscrit dans l'histoire de ce festival par le courage et le fait d'arriver à rendre hommage à des réalisatrices et des réalisateurs qui s'engagent dans un cinéma politique, dans un cinéma de société. C'était le cas évidemment avec le prix d'honneur décerné à Jacques Audiard il y a 2 ans, Stephen Frears l'année dernière, et cette ovation qu'on n'oubliera pas. Et cette année, on s'est posé la question, c'est vrai qu'on avait mis en lumière beaucoup la fiction, d'ouvrir évidemment à ces regards. N'oublions pas qu'on a une compétition de documentaire, qu'on fait tout un travail avec les journalistes et les médias sur les questions au syndicat français de la critique du cinéma et l'ensemble des dispositifs qui ont été menés, les étudiants en journalisme et autres. Et donc nous est venu, et pourtant c'était pas autant dans l'actualité que ce matin, l'idée de pouvoir décerner cette année un prix d'honneur à Raymond Depardon, puisque son profil et son expérience lui ont permis d'être un grand maître du film documentaire, mais aussi un photographe, un journaliste, un réalisateur, un directeur de la photo, qu'il a balayé un certain nombre de sujets de société à travers l'ensemble de ses films, de ses reportages et de ce qu'il a pu mener, que ce soit sur le plan politique, étatique, sociétal. Moi, j'avais particulièrement été intrigué, interrogé par le remarquable travail qui avait été posé sur la justice, et tout ce qu'il avait pu filmer, notamment parce que c'est un des seuls à avoir pu poser une caméra lors de procès, etc., avec la 10e chambre, tous les films qu'il a pu mener, Reporter, Délit flagrant, La vie moderne, tous ces films-là. Et on est profondément honoré de pouvoir accueillir et de décerner ce prix d'honneur cette année à Raymond Depardon, dans la continuité des réalisateurs que l'on avait pu inviter. Évidemment, suite à la mort du président Giscard d'Estaing, on est revenu sur le film 1974, une partie de campagne, qui est quand même, c'est là où l'importance de Raymond Depardon et la résonance du travail de Depardon avec le festival. Je pense que 1974, une partie de campagne, c'est l'exemple parfait. Alors bien sûr, c'est dans l'actualité, on va en entendre parler pendant quelques jours, mais c'est le premier film documentaire qui nous plonge au cœur de la vie politique d'une façon très différente en France. En tout cas en France, c'est lui le premier à faire un documentaire profondément politique sur la vie politique. Il est celui qui a initié ça dans notre pays et au-delà de nos frontières, bien évidemment. Il est un symbole absolu du documentaire et du film politique. Et c'est vrai qu'on est extrêmement honoré de pouvoir accueillir Raymond Depardon à Carcassonne lors de cette 3e édition, il faut le préciser. Il sera parmi nous lors de la cérémonie de clôture le 19 janvier. Et comme tu le disais, Étienne, c'est tout un symbole dans la continuité des prix d'honneur qu'on a pu remettre lors des 2 précédentes éditions. On en est heureux, honoré et quelque peu fier de faire ce parcours et de pouvoir accueillir ces si grands noms du cinéma à Carcassonne. On dit souvent que la différenciation artistique est une chance.
que finalement on va chercher la singularité vis-à-vis des regards qui ont été portés. Jacques Audiard nous avait confié le fait de, quand un genre existait, de réinventer le genre, et c'est en cela qu'il concevait son action. Stephen Frears, évidemment, qui a balayé une grande partie du cinéma britannique avec des adaptations et le fait de pouvoir remettre en scène des livres et des textes si forts. Et là, Raymond Depardon, qui est le maître du cinéma direct, un cinéma qui dérange, un cinéma dont le montage et dont l'esthétique a été totalement novatrice et s'est inscrite aujourd'hui dans l'histoire du cinéma. Et je crois que ce festival, qui a pris son envol maintenant, amène aussi par ce qu'il défend, par l'exigence que l'on essaie de pouvoir avoir, des talents de ce niveau-là, à pouvoir se retrouver et à pouvoir être honoré de se rendre au pied de la cité pour récupérer ce prix d'honneur. Et donc on en est très heureux et on le remercie infiniment. Peut-être on peut passer aux questions, même si on pourrait vous dire qu'il y a plein d'annonces qui auront lieu, bien évidemment, dans les semaines qui suivent, que ça soit sur la composition des jurys du festival, le jury documentaire, le jury fiction, qu'on annoncera les parrains, les marraines, des équipes de films. les équipes des films qui seront présents. Avant même de les annoncer, je souhaite le dire, mais y compris pour Raymond Depardon, que dans cette période-là, dans la difficulté qu'est celle de faire le festival, parce que c'est pas une partie de plaisir, bien évidemment, d'organiser le festival dans la période actuelle. La présence et le soutien des talents du cinéma français ou du cinéma international, des distributeurs, enfin bref, de toutes celles et ceux qui font partie de la profession et soutiennent et accompagnent ce festival, elle est bien évidemment vitale, elle est source de motivation et comme j'ai dit, vitale, donc elle permet aussi l'existence de l'événement, et on remercie toutes celles et ceux qui, dans le cinéma, accompagnent et aident ce festival. On peut également toucher un mot de remerciement, puisque vous avez tous vu l'affiche, évidemment, à Sarah Forestier, face au château Comtal de la Cité, qui vous tend la main pour pouvoir assister à cette troisième édition. Et voilà, c'est une participation d'engagement. Il faut savoir que ce festival n'engage pas professionnellement des comédiens. Bernard Lecoq avait signé la première affiche, Pierre Richard l'an dernier, cette année Sarah Forestier avec une autre direction artistique. Mais l'idée était vraiment que ces comédiens et que ces talents puissent accompagner le projet du festival édition par édition. Et donc c'est vrai que voilà, vous découvrirez, vous verrez beaucoup Sarah Forestier dans les jours qui suivent. Forcément, c'est déjà le cas depuis quelques semaines, forcément. Alors pour les questions, on va tourner un peu la tête, hélas, parce que la caméra est ici, et notre retour image à Étienne et moi est sur notre côté, donc on va être un petit peu obligé de tourner la tête pour voir. Donc qui le souhaite, je vous laisse allumer votre micro pour intervenir. Enfin, c'est ça les questions, des remarques, etc. Bien évidemment. Mais nous, on a dit tout ce qu'on avait à dire, j'ai envie de dire, sur cette conférence de presse, en tout cas, sur ce qui était important de dire pour d'annoncer. Bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Voilà, du coup, bonjour à tous, je travaille pour l'Indépendant. Je voulais vous poser une question à propos de la sélection, comment ça se passe? Déjà qui s'en occupe et quelle place vous donnez au cinéma et à la politique à la fois, quelle balance il y a entre les deux? Je vais. Ouais. Sur comment ça se passe, ça se passe un peu sur 3 axes. Alors on va commencer par qui plutôt? Robin Berthaumieux, qui est le directeur adjoint du festival, Patrice Aguillotte, qui est membre du comité artistique du festival, Étienne et moi. Donc on travaille cette programmation tous les 4 avec 2 gros axes, disons. Le premier, c'est une plateforme d'inscription des films pour les distributeurs français, pour les vendeurs internationaux, pour les boîtes de production, qui décident de nous proposer leurs films, on les regarde et on voit si on les retient. Donc ça, c'est, on va dire, 66%, 2/3 des films qu'on reçoit, c'est de cette façon-là. Et puis le dernier tiers, c'est un travail qu'on mène tous les 4
à l'année de repérage des films qui rentrent en production. On sait aussi quels sont les cinéastes qui sont plus ou moins engagés. Donc de suivre l'actualité professionnelle du cinéma, et puis bien évidemment quand les films arrivent, d'échanger avec les distributeurs, d'appeler les distributeurs français ou les vendeurs internationaux, et puis de leur demander s'ils sont d'accord pour qu'on puisse voir tel ou tel film. On roule tout ça dans nos logiciels, etc., etc. On se répartit le travail des films dans un premier temps, tous les 4, parce que c'est pas possible, enfin c'est difficile de voir 140 films chacun, vous imaginez bien, sinon on ferait que ça et on n'aurait pas le temps, comment dire, de faire le reste. Il n'y a pas uniquement la programmation des films à faire sur le festival. Donc on se répartit ces films dans un premier temps, et effectivement c'est là où on pose le regard, avec 2 questions au début. La première question et la plus importante, c'est le regard artistique, c'est-à-dire est-ce que l'œuvre qu'on est en train de regarder est une œuvre qu'on considère travaillée, de qualité, qui a sa place dans un festival de cinéma, quel qu'il soit. Et puis la deuxième question dans le premier regard qu'on essaie de donner sur les films, c'est est-ce véritablement une œuvre qui met au cœur du scénario, au cœur du film, une question politique? C'est-à-dire, est-ce que la question politique est au second plan ou au troisième plan, ou est-ce qu'elle est au premier plan? Est-ce une œuvre, un film politique ou non? Et c'est sur ces 2 questions-là qu'on se base. Et puis ensuite, on s'échange des films à regarder, on discute entre nous, on a plusieurs tours, disons, et toujours autour de cette question-là, artistique quand même. Dans un premier temps, c'est quand même l'artistique qui est toujours là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on considère que le film est un film politique, qu'il est validé de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, il reste presque plus que la question artistique qui est parmi nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2 fois la thématique abordée dans la sélection, ce qui peut être un peu le cas. Par exemple, si je prends un documentaire, Losing Alaska parle de la question environnementale avant tout. Poumon vert et tapis rouge ne parle pas que de ça, mais ils parlent quand même beaucoup de la question environnementale. Ils en parlent juste très différemment, et artistiquement, c'est 2 films différents qui ont leur place au festival. Donc 2 tiers facilement quand même des choix qui sont faits ici sont des choix artistiques, et 1 tiers vient d'un choix éditorial, éditorial du festival et du comité de sélection. Après, pour compléter aussi, on a tous des sensibilités différentes, un historique un peu différent. Moi, je viens du monde du cinéma avec un regard cinématographique entre guillemets éduqué de par ma formation. Enzo vient davantage du monde de la politique et développé des études en sciences politiques, etc. Et donc nos sensibilités sont évidemment complémentaires, se rejoignent, et à des moments évidemment il y a des débats passionnants. L'idée étant un peu de rendre plus compliqué le travail d'un jury, non pas parce qu'une thématique l'emporte sur tout le reste et qu'il n'y a pas entre guillemets, il n'y a pas de sujet, sinon on n'accueille pas un jury pendant 5 jours, mais vraiment de pouvoir avoir un enrichissement et une balance intéressante entre des films qui sont montrés et qui permettent à ce que ces débats que nous avons eus entre guillemets en amont, en préparation, se retrouvent derrière dans les débats de personnalités de jury que nous ne connaissons pas, que nous invitons, et qui permettent justement qu'ils puissent remettre des prix, et que ces prix puissent avoir une continuité pour ces réalisatrices et ces réalisateurs pour lesquels Carcassonne s'inscrivent dans leur parcours artistique et dans l'histoire de leur film. Et c'est vrai que là, c'est que la 3e année. Après, on travaille sur d'autres festivals avec un peu d'antériorité qui nous permettent de retrouver ou d'avoir des messages de talent à l'année en nous disant tiens, je repars en production de tel film, sachez que dès qu'il sera prêt, je vous montrerai si ça vous intéresse. Et donc Carcassonne s'inscrit comme ça quelque part avec un certain lien artistique qui naît, et humain, parce que évidemment on peut pas l'enlever, c'est primordial, avec les différentes réalisatrices et réalisateurs qui sont passés par nous. D'accord, merci. Je sais pas s'il y a d'autres questions ou interventions. Je sais que l'RCF nous avait dit qu'ils essaieraient de revenir à la fin de la conférence de presse, qu'ils ont enregistré cette conférence. S'il n'y en a pas, on va couper bien évidemment. Avant de couper, de toute façon, vous remercier d'avoir participé à ce point, presse. Remercier à nouveau nos partenaires qui ont été présents, qui sont restés présents sur tout le point presse. Je souhaite à le souligner.
et qui nous accompagnent tout au long de l'année, parce que faire le festival, c'est pas uniquement faire la programmation, ça demande beaucoup d'autres choses, c'est un investissement humain, professionnel, personnel de beaucoup de monde. C'est une équipe de plus de 50 bénévoles qu'on remercie, à qui on pense et qu'on a hâte de retrouver, Étienne et moi. En tout cas, je me permets de parler pour toi, mais je pense que tu partages cette envie avec moi. Voilà, donc on a hâte de vous annoncer aussi la suite, parce qu'il y a d'autres choses à annoncer. Il y a les jurys, il y a un dispositif très spécifique qu'on annoncera, j'en dis pas plus, mais qu'on annoncera probablement début janvier. Voilà, il y a plein d'autres choses encore à annoncer sur cette édition, qui sera une édition particulière, mécaniquement, dans des conditions sanitaires particulières, avec des jauges réduites. Donc les passes festival, il y en a beaucoup moins en vente que ce qu'on a pu en mettre l'an dernier et en première édition. Donc les places sont assez réduites, puisqu'on aura 400 passes en tout et pour tout qui seront mis en vente pour permettre à toutes celles et ceux qui sont en possession d'un pass de participer au festival. Et puis bien évidemment un festival qui sera fait dans le strict respect des règles sanitaires sur l'ensemble des lieux du festival, que ce soit les lieux ouverts au public ou les lieux pour les professionnels. Je pense notamment au partenaire Cité Hôtel, à l'Hôtel de la Cité, qui est un partenaire majeur du festival, un partenaire officiel du festival, et qui nous permet d'avoir un cadre de travail, de communication, etc. Mais qui là aussi les choses se passeront bien évidemment dans un strict respect des règles sanitaires. Moi, je voudrais rajouter que voilà. je voudrais rajouter qu'on a au niveau associatif, puisque Monsieur Bess en parlait tout à l'heure, beaucoup de raisons avec ce qui se passait, et surtout la non-visibilité de ce qu'il allait avoir, puisqu'on on a une visibilité depuis quelques jours, mais c'est très très récent. Et l'organisation d'un festival demande de la visibilité, et c'est tout ce qu'on n'a pas eu cette année. Il y avait beaucoup de raisons finalement de faire l'impasse, mais on est dans quelque chose d'assez exceptionnel. Pour le coup, il y a que 2 éditions qui se sont déroulées au niveau de l'alchimie humaine et autour de ce projet qui a pu être formé. L'ensemble de nos équipes a tenu à être informé, mais surtout à participer, a tenu à ce que ce festival se fasse. J'ai l'impression qu'il y a un engagement commun qui a été trouvé, c'est-à-dire que partenaires, équipes, presse, profession, on est en train petit à petit de se dire que oui, beaucoup de choses ont été annulées, oui, cette année 2020 est en train de se terminer, mais il y a une certaine renaissance en 2021, il y a des espoirs multiples qui naissent au niveau santé, sanitaire. Et même si tout ne sera pas évidemment loin de là réglé le 15 janvier, je pense aussi que cette entre guillemets renaissance de manière collective est une excellente chose pour nous tous, pour l'état d'esprit, pour le partage qu'il va y avoir, parce que finalement dans une période un peu isolée où les plateformes ont remplacé pour certains le partage de l'image, se retrouver autour d'une salle, il n'y a rien de plus fort collectivement et de plus riche. Dans la mesure où toutes les conditions seront respectées. Nous avons fait cette année un autre festival avec Enzo pour lesquels il n'y a pas eu de cluster ni de cas, parce qu'on avait respecté ces conditions-là. Et moi, j'encourage réellement à se dire de ressortir, de reparticiper à ce type de projet, évidemment pour toutes les personnes qui le peuvent, parce que ça va être, je pense, un bienfait pour tout le monde de relancer cela, qui plus est sur un des premiers festivals nationaux de cinéma en France, à Carcassonne. Voilà. Ah, il y avait une question. Oui, je vois qu'il y a en plus quelqu'un qui lève la main aussi, Robin, au cas où. Mais du coup, pour l'indépendant, ouais. Au niveau du nombre de places, du coup, ça va être limité. Comment ça se passe pour prendre ces passes à l'avance? Alors, actuellement, il y a 300 passes qui sont... Là, déjà une partie qui est vendue, mais on a mis 300 passes en vente en ligne. Donc c'est accessible sur le site internet du festival, sur la page Facebook, enfin bref, c'est très facile de retrouver le lien, bien évidemment. En parallèle de ça, il y aura 100 passes qui seront mis en vente au point accueil culture de la ville de Carcassonne, donc 10 rue de la République, à Carcassonne. Dès qu'il sera ouvert, il nous reste quelques petites choses techniques à régler, mais dans les jours qui suivent, dès que ça sera possible, au pack, on pourra acheter des passes festival, uniquement des passes semaine au pack, puisqu'on privilégie bien évidemment ces passes-là. Voilà, 400 passes en vente pour pouvoir participer au festival. Là où, pour vous donner un ordre d'idée, l'an dernier on a vendu 900 passes sur la deuxième édition du festival. Donc effectivement c'est considérablement moins, mais c'est simplement dû à une chose très simple, c'est qu'on va faire un siège sur 2 pour respecter au mieux les questions sanitaires. Et donc, à partir du moment où les jauges se coupent en 2, mécaniquement, on est obligé de vendre beaucoup moins de passes
pour pouvoir accueillir tout le monde. Je crois qu'il y avait quelqu'un, Brigitte Dacanton qui lève la main, j'ai vu. Robin? Oui. On vous entend pas? Vous m'entendez? Non. Je ne sais pas trop comment faire. Ah, ça y est, c'est bon, on vous entend. Ah, ok. Bonjour. Je suis Brigitte Dacanton de la Latino. On a vu le nom de festival sur la Latine. Voilà, je vais revenir un petit peu. Les films que vous avez sélectionnés concernant la Latine, donc un documentaire mexicain, j'ai bien compris, et deux longs-métrages, l'un sur le Mexique et l'autre sur le Chili. Et je voulais savoir comment vous avez sélectionné ces films. Comment on a fait le travail de sélection? Effectivement, sur l'Amérique latine, on a deux fictions et un documentaire. Le travail sur l'Amérique latine, il a été fait de la même façon que sur les autres films, c'est-à-dire en lien avec les distributeurs français, naturellement, les distributeurs de cinéma français, en lien avec les vendeurs internationaux. En fait, ça a été assez absent les deux premières éditions, l'Amérique latine, pas parce qu'on ne souhaitait pas voir de cinéma latino au sein de la sélection, parce que à la fois je pense qu'on s'était pas tourné vers tous les distributeurs internationaux qui travaillaient sur le sujet, enfin sur ce cinéma-là, et donc là il y a une présence qui est assez importante quand même, puisque ça fait 3 films en compétition sur 13. Mais ça s'est fait comme le reste du travail au niveau de la sélection de ces films, c'est-à-dire on les a soit demandés, soit reçus par les vendeurs et par les distributeurs, on les a visionnés. De la même façon que les autres. Quand il y a des marchés qui se déroulent physiquement, on va directement voir les vendeurs. Comme cette année, les marchés n'ont pas pu avoir lieu avec la pandémie, tout se fait numériquement. Mais en revanche, c'est des films qui sont amenés à sortir en France ou qui cherchent à être diffusés en France. Et donc, dans le cadre de la recherche, ça fait partie de la liste des films qui arrivent et qui sont possibles de voir. Après, naturellement, ça serait mentir de dire qu'on n'a pas apporté un regard plus attentif. Peut-être, je suis pas sûr que c'est ça de dire comme ça, mais forcément, ça a attisé un peu plus notre curiosité de recevoir des films enfin d'Amérique latine, puisqu'on n'en avait pas eu jusqu'ici. Après, c'est aussi parce que c'est des films artistiquement réellement de qualité et qui, dans la ligne éditoriale, sont aussi quand même très pertinents, qu'on a fait le choix de les sélectionner. Mais on est assez heureux d'ouvrir les portes à ce continent, enfin, sur le festival. Moi, je me souviens, on avait discuté avec Costa dans la construction de la première édition, et qui nous est intéressé, vous, à ce cinéma d'Amérique latine, qui est très politique et passionnant, et c'est vrai, on partage totalement ça, mais à un moment donné, quand il n'y a aucun film qui sort, qu'on n'est pas en avant-première, etc., c'est là où c'était compliqué, et là, ça s'est décanté, c'est une bonne chose pour la programmation du festival. Comme la jauge a été réduite, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il y aura une sorte de passe virtuelle pour pouvoir suivre certaines diffusions et des débats en ligne? Alors, il y aura un dispositif qu'on annoncera début janvier qui sera accessible en salle et en ligne. On ne peut pas en dire plus pour l'instant. Ensuite, les cérémonies d'ouverture et les cérémonies de clôture seront elles aussi accessibles en ligne, en direct sur la page Facebook. Peut-être qu'on mettra d'autres dispositifs de débat d'après-séance ou de lancement de séance en ligne. Ça, c'est pas encore totalement décidé, parce que voir un débat sur un film quand vous l'avez pas vu, c'est quand même pas très très intéressant. Mais non, on a fait le choix aussi de maintenir. On s'est posé la question, toute l'équipe du festival, de est-ce qu'on pourrait faire une sélection du festival, une version du festival en ligne. Et à un moment donné, on s'est quand même rappelé pourquoi on faisait le festival. C'était pour partager ces films-là avec le public. Et puis, on est quand même convaincu d'une chose, sinon on ferait pas les festivals de cinéma. C'est que c'est pas pareil de voir un film seul ou entre amis chez soi, de voir un film seul ou entre amis au cinéma, et de voir un film dans un festival de cinéma de façon présentielle. Et donc, étant donné qu'on a écarté cette question de projeter en ligne, de proposer une partie de la programmation en ligne, là, en maintenant l'édition physique, non. Maintenant, il y a cette frustration naturellement qui sera liée au nombre de places disponibles sur les séances, mais c'est pour ça qu'on limite le nombre de passes en vente pour qu'il y ait pas pour que toutes celles et ceux qui sont en possession d'un pass puissent accéder au film, ce qui est extrêmement important. Je sais que l'an dernier, on l'assume pleinement, hein, on a été, dépassé un petit peu par pris de court par le succès
du festival, et on s'est retrouvé à refuser du public sur des séances le mercredi après-midi, là où on pensait pas du tout remplir les salles le mercredi après-midi, mais sur des horaires qui sont des horaires difficiles, et on a évidemment pas du tout envie de revivre ça, c'est-à-dire de dire à notre public qu'il peut pas rentrer en salle parce qu'il n'y a plus de place. Moi, c'est en tout cas quelque chose que je souhaite à tout prix éviter, donc on fait en sorte que toutes celles et ceux qui souhaitent voir les films du festival puissent les voir. Sachant aussi qu'on a des problématiques de couvre-feu. On n'en a pas parlé, effectivement. Qui par défaut, impacte. Alors, cette année, vous avez vu qu'il y a un week-end complet, vu qu'on a décalé les dates, pour essayer de permettre au public actif de pouvoir voir le maximum de films par le biais qui est le week-end. Et on a aussi cette problématique du couvre-feu qui limite le nombre de plages horaires que l'on peut avoir au festival, avec des cérémonies qui vont se terminer plus tôt, etc. C'est la loi, mais dans tous les cas... Les mesures gouvernementales qui ont été prises, du coup, pour nous, c'est bien évidemment strictement les mêmes que pour les cinémas et que pour les salles de théâtre. C'est-à-dire qu'à 21h, le public doit être parti, on doit avoir fini, et le billet, le pass du festival, on fournira un billet qui sera horodaté, avec l'heure de début et l'heure de fin, et permettra du coup au public d'avoir 1 heure pour rentrer chez eux. Donc nous, à 21h, ça sera fini tous les soirs, du vendredi au mardi inclus, et donc on a 1 heure, ce qui permet quand même, avec 1 heure, à ce que des gens qui n'habitent pas forcément qu'à Carcassonne de pouvoir être présents, parce que 1 heure, ça laisse quand même le temps de rentrer, vous voyez ce que je veux dire. Et donc on fera même en sorte de finir, bien évidemment, à 21h-10, 21h-5, pour laisser suffisamment de temps au public de sortir. Et en plus, bien évidemment, dans des conditions sanitaires pour la sortie où tout le monde s'agglutine pas, donc c'est des sorties qui sont un peu plus de façon un peu plus fluide, mais voilà. Donc il y a un avantage quand même, c'est que le ticket, c'est une dérogation d'1 heure au couvre-feu, et donc ça réduit, comme tu disais, Étienne, les plages horaires, et donc rentrer 18 films plus la séance spéciale, enfin le dispositif spécifique, ça fait 19 dispositifs, plus les 2 cérémonies qui sont proposées au public, plus les séances scolaires, tout ça en 5 jours, ça reste quand même... c'est très condensé, vous voyez ce que je veux dire par là, mais on a travaillé un planning prévisionnel pour l'instant, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'annoncer, puisque on va bouger les cases en fonction des disponibilités des équipes des films pour leur présence à Carcassonne, mais un planning prévisionnel qui est réfléchi dans la plus grande accessibilité horaire possible pour le public. Il n'est pas réfléchi pour les invités, il n'est pas réfléchi pour nous organisateurs, il est réfléchi pour le public de quels sont les horaires qui peuvent le plus fonctionner pour le public du festival. Et c'est vrai que le week-end il sera extrêmement important parce qu'on va démarrer le vendredi soir et en gros le samedi vous aurez la possibilité de voir 4 à 5 films du matin au soir, et le dimanche pareil. Le but c'est de vraiment permettre au public de vivre pleinement le festival sur le week-end, et puis de le vivre en soirée le vendredi, le lundi et le mardi. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. On a un message écrit, je ne sais pas si je peux les voir, je crois pas. Robin, tu peux nous converser, on va converser. Converser, désolé. Monsieur Bess nous a laissé, pas de souci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut se quitter. Une dernière. Oui, allez-y. Le côté plus pratique, c'est pour récupérer le nom des réalisateurs et des films que vous avez énoncés. Je sais pas si... Notre attaché de presse est connecté encore, mais je vais répondre à sa place. Elle va vous envoyer un communiqué de presse dans la foulée avec tout le détail de la programmation et avec le dossier de presse complet également. Donc vous allez tout recevoir, je pense, juste après qu'on aura coupé. J'imagine qu'elle vous l'enverra dans les minutes ou dizaines de minutes qui suivront cette conférence. Voilà. Donc tout sera envoyé dans quelques minutes. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. On va se laisser, on va se dire au revoir ici. Encore merci aux partenaires et on vous donne rendez-vous assez vite, soit par communiqué de presse, soit par notre communication officielle sur les réseaux sociaux, pour d'autres rendez-vous et d'autres informations comme je disais tout à l'heure. On a encore pas mal de choses à annoncer, on a très très hâte de les annoncer. Voyez, on essaie de construire en tout cas une édition la plus complète malgré les conditions. Et on sait que vous serez au rendez-vous, donc on vous en remercie par avance. Merci beaucoup. Belle journée à vous.
Au revoir. Au revoir. Bonne journée.